Bien, merci Jean, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être à Gaujac. Ça fait la 2e année. Là, j'ai pas amené mon tambour, donc il pleuvra pas. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va essayer d'explorer le monde de la musique. Alors moi, tout d'abord, je viens de la science. Je suis un scientifique pur et dur. D'abord chimiste, puis physicien, puis biologiste, puis mathématicien, et je termine à la retraite musicien. C'est un petit peu le cheminement. En fait, quand j'ai dû choisir dans la vie un métier, j'avais le choix entre faire de la science ou faire de la musique. Mes parents m'ont vivement recommandé de faire de la science. Et donc, bon. Mais maintenant que mes parents sont décédés, et que j'ai pris du large par rapport à la famille, je peux faire ce que je veux. Donc je reviens à la musique. Je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important de faire de la musique. Et surtout, on va faire un petit voyage dans le temps, parce que quand je me confronte à un sujet, j'ai des obsessions. Je veux comprendre. Je ne tolère pas qu'on me dise comme ça, par exemple, oui, il y a 7 notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Moi, tout de suite, pourquoi 7? Ah oui, pourquoi 7? Une autre question que je me pose, on me dit, ah oui, alors attention, il y a do, ré, mi, mais entre le do, le ré et le mi, c'est un ton, et puis entre le mi et le fa, c'est un demi-ton. Pourquoi? Alors on me dit, oh oui, il y a Pythagore, après il y a eu Zarlino, alors on me sort des tas de noms comme ça. Alors nous, ça, parce que j'ai l'habitude, en science, on fait pareil. Hein. Quand on a un truc et qu'on est un peu emmerdé, on dit c'est le travail de machin, et comme ça, personne ne connaît, et on s'en tire très bien. Donc moi, j'ai voulu comprendre ce que c'était que la musique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on veut comprendre un phénomène et qu'on est scientifique? Ça veut dire qu'on va chercher des clés universelles. Et l'intérêt des clés universelles, comme nos noms universels le disent, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tout. Et j'ai été effaré de constater que la clé que je vais vous présenter aujourd'hui de décodage de la musique, elle permet aussi de faire de la physique théorique, permet aussi de faire de la chimie, permet aussi de faire de la biologie. C'est la même clé. Et c'est ça l'intérêt de l'universalité, c'est qu'on a besoin de se casser la tête une seule fois, et puis après, quel que soit le truc qu'on fait, on répète la même clé. Marc nous a déjà fait une couillère avec la quinte, hein. Une fois qu'on a compris ça, voilà, on peut faire des tas de choses, et puis voilà, on a des petites clés comme ça qui marchent tout le temps. Et quand Marc a fait sa conférencière, il nous a dit la quinte c'est important, c'est un passe. Et moi je voulais savoir pourquoi la quinte est aussi important. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui ont fait de la musique avant moi et qui vont sortir des tas d'arguments. Mais comme je suis scientifique, je dis non. Moi, il me faut un truc carré, solide, bien compréhensible par tous. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous présenter des outils pour travailler. Et on peut baptiser ces outils de libération du musicien. Pourquoi? Pourquoi se limiter à 12 notes? Pourquoi se limiter à des intervalles qui sont diatoniques ou chromatiques? Pourquoi choisir 440 Hz comme fréquence? Vous êtes musicien. Si vous ne l'êtes pas, vous allez le devenir, parce que si vous êtes venu ici, c'est pour pratiquer la musique des plantes, et les plantes sont musiciens. Et donc, il va falloir comprendre un petit peu tout ça, d'où l'intérêt d'avoir une clé universelle. Alors, on va d'abord régler les problèmes de vocabulaire. Alors, il y a des choses que, pour ceux qui ont fait le conservatoire ou des écoles de musique, ils vont reconnaître certaines choses. Par contre, il y a des choses qu'on ne nous enseignera jamais en conservatoire. Pourquoi? Parce qu'il m'a fallu 40 ans de recherche pour les trouver. Elles existent sous forme de publications, et essentiellement des mathématiciens qui se sont intéressés au problème. Et, vous savez, un article de mathématiques, un mathématicien, il en produit à peu près 1 tous les 4 ans. Mais quand c'est produit, ça va dans une revue obscure que personne ne lit. Sauf des givrés comme moi. Je lis ça et j'essaie de ramener ça dans du concret. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors ça va être un petit peu pédestre.
J'ai volontairement, d'habitude je fais tout à l'ordinateur, mais là, je veux vous accompagner. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous-même maîtriser cette théorie musicale, parce que si vous connaissez le langage de la musique, comment ça fonctionne, eh bien vous pourrez ensuite, si vous êtes musicien, explorer des nouvelles gammes par exemple, ou si vous êtes médecin, thérapeute, comprendre pourquoi telle fréquence est peut-être plus importante que telle autre, parce qu'il y a des choses à savoir en ce domaine. Bien, donc on va régler les problèmes de vocabulaire. Il y a 3 choses importantes, c'est la notion d'échelle, de mode et de gamme. Ce sont 3 notions très différentes. Je vous ai mis ici la correspondance. Une échelle, tout le monde voit ce que c'est. C'est 2 barreaux verticaux avec des échelons. Et ça, c'est la première chose. On va parler, quand on est au niveau de l'échelle, on ne parle pas de notes de musique, on parle de degrés. 1er degré, 2e degré, 3e degré, 4e degré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller jusqu'où on veut. L'échelle peut être à n degrés. Et ce n'est pas des échelles de peintre où tous les barreaux sont espacés. On peut avoir des barreaux très, très rapprochés et des barreaux inégaux. Peu importe, ça reste une échelle. L'autre chose qu'il faut bien voir, et ça c'est la physique quantique qui nous l'apprend, c'est qu'on ne va pas représenter l'échelle comme ça. Ça n'a aucun intérêt, c'est ce qu'on appelle un mode de pensée linéaire. Il y a un haut, il y a un bas, et se pose toujours le problème de la hiérarchie. C'est-à-dire, si je suis plus haut que toi, c'est que je suis meilleur. Si toi tu es en bas, c'est que tu es nul. La musique, c'est pas ça. La meilleure façon de représenter une échelle, c'est le cercle. Tracer un cercle. Et ensuite, vous faites n. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'ai une échelle. Elle est à combien de degrés? C'est facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degrés. Vous voyez, j'ai fait n'importe quoi parce que je suis tombé sur 8. Alors que normalement, si j'avais été vraiment musicien, j'aurais mis 7 ou 12. Mais là, je suis tombé sur 8 parce que peu importe la manière dont vous placez. Ça s'appelle une échelle. Et c'est infini. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes arrivé à 8, c'est l'avantage du cercle, c'est que on revient, on recommence à 1, 2, 3, puis ça ne s'arrête jamais. Ensuite, en musique, on a ce qu'on appelle le mode. Le mode, c'est pas l'échelle, c'est comment vous allez espacer vos barreaux. Est-ce que vous allez avoir des gros espaces, des petits espaces, ou dans ce qu'on appelle les échelles tempérées, on peut très bien faire que tous les barreaux soient équidistants. Mais vous devez bien comprendre qu'en termes de richesse musicale, des barreaux équidistants, il n'y a pas beaucoup de possibilités de réaliser cette situation. Alors que si vous faites des barreaux inégaux, il y en a une infinité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la notion de mode, évidemment, elle ne dérive pas pour les échelles à barreaux égaux, c'est dès qu'on veut des barreaux inégaux. Et ceux qui ont pratiqué un peu la musique, qui connaissent l'histoire, derrière les modes, il y a toutes ces histoires de commun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des tierces, des quintes, juste, c'est un petit peu problématique. Mais bon, on peut travailler avec des intervalles. Donc on a fixé le nombre de degrés. Vous fixez le nombre d'intervalles. Je vous donnerai bientôt la clé pourquoi il faut utiliser 7, 12 ou 53. Et ensuite, vous allez avoir la gamme. C'est-à-dire que là, vous voyez que je suis sur un cercle avec des intervalles. Il faut que je dise quelle est la note de départ. Enfin, le degré de départ. Là, par exemple, j'ai noté le degré de départ, il était là. Mais j'aurais pu le mettre ici, 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 ici. Et là, quand vous avez une gamme, vous devez parler en notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si vous êtes sur une échelle à 7 degrés. Mais ça ne suffit pas, pourquoi? Parce que la note, elle est ambiguë. La note, elle a besoin d'un... Parce que ce que vous entendez dans la musique, c'est des sons, des fréquences. Vous n'entendez pas des notes. Il faut faire la correspondance entre les notes de la partition et les fréquences physiques que l'instrument va générer et que là, vous allez entendre. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle un diapason. C'est une fois que vous avez fixé le diapason que vous pouvez établir une correspondance entre une fréquence en hertz et la, si, do, ré, do dièse, mi dièse, etc. Alors c'est justement là qu'on va un petit peu s'arrêter tout de suite. Le diapason.
Je pense qu'il y a des gens qui connaissent le diapason de quasiment tous les instruments. Par exemple, le piano, là, de Marc, il est en 440 Hz. Et là, vous reconnaissez mon caractère de cochon. Pourquoi 440 ? Qu'est-ce qui fait qu'on va utiliser cette fréquence comme diapason ? Alors, vous allez sur Internet, comme toujours, puis on vous dira que c'est les nazis qui, en 1939, ont fixé ça. Il y en a d'autres qui diront que c'est la longueur de la pyramide de Khéops ramenée à sa hauteur, divisé par le nombre pi, enfin bon. Et puis, il y en a qui vous diront, non, c'est une norme industrielle. C'est-à-dire qu'il faut produire des instruments de musique, et c'est bien que tout soit normé quand vous devez produire dans la matière. Donc c'est une norme industrielle. Alors, moi, ça ne me pose pas de souci, parce que des normes industrielles, j'en connais des tas. Par contre, je sais une chose sur les normes, c'est qu'elles ne sont pas fixées pour vous. Elles sont fixées pour maximiser les profits de ceux qui fabriquent. Ben oui, les normes servent à ça. Par exemple, quand on établit des normes pour la santé, ce n'est pas des normes pour que vous soyez en bonne santé. C'est des normes pour que l'industrie pharmaceutique fasse des bénéfices. Il faut le savoir. Donc, quand vous faites une norme de diapason en musique, c'est pour maximiser les profits des vendeurs d'instruments de musique. Ou satisfaire l'ego de certaines personnes qu'on appelle les chefs d'orchestre. C'est eux qui souvent disent, bon, là on va se tasser le diapason, machin. Alors, qu'est-ce que nous apprend l'histoire sur le diapason ? Qu'on peut prendre n'importe quelle valeur. Alors j'ai regardé dans l'histoire, le plus bas que j'ai trouvé c'est vers 415 Hz, et puis on peut monter jusqu'à 470 Hz de diapason, et puis en fait c'est le bordel, chacun choisit son truc. Alors par exemple, j'adore Verdi, et j'ai appris que Verdi c'était 432 Hz en diapason. Diapason de Verdi, bon, très bien. Mais si on n'aime pas Verdi, il y a des gens qui n'aiment pas Verdi. Alors Mozart, il avait 428, je crois. Enfin bref, chaque compositeur avait un petit peu ses trucs. Robert m'a appris que ce piano, il était visiblement conçu pour être entre 428 et 430 de diapason. Celui-là, c'est 440. Les instruments que vous achetez dans le commerce, en général, sont à 440. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a aussi des appareils électroniques. Et l'intérêt d'un appareil électronique, alors je suis d'accord, pour un musicien, c'est le son, c'est pas top, mais par contre, vous pouvez facilement changer le diapason. Vous avez une commande, vous pouvez dire, je veux jouer à tel diapason. Et ce que je vous recommande de faire, après, c'est juste un conseil. Hein. Vous le faites, vous le faites pas, moi j'en ai rien à foutre. Je vous donne juste des clés, après vous les utilisez, vous les utilisez pas, c'est pas mon problème. C'est d'utiliser un diapason à 429,6. 429,62 Hz. Voilà. Alors c'est pas 440, c'est pas 432, par contre c'est plus proche de 432 que de 440. Vous voyez qu'il y a des virgules. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui est physique. Pourquoi ? Parce qu'une norme industrielle ne va pas s'emmerder avec des virgules. Elle va arrondir, elle va mettre par exemple 430. Si on met des virgules, c'est parce que là, ce diapason, on ne l'a pas pris par hasard. Et c'est là où intervient ma formation de scientifique, c'est que je sais qu'aujourd'hui, tout le monde qui nous entoure est gouverné par deux grandes théories physiques. La première théorie s'appelle la théorie de la relativité. Vous la connaissez sûrement, c'est Albert Einstein qui l'a développée au début du XXe siècle. Et cette théorie, elle a été immortalisée par une formule E égale mc2. E, c'est l'énergie, m, c'est la masse. Et c, c'est une constante universelle qui est la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le vide de matière. Je vous rappelle que cette théorie de la relativité, quand Albert Einstein a écrit ça sur un tableau noir, il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que quelques années plus tard, ça a fait 400 000 morts en une fraction de seconde dans la ville d'Hiroshima. Parce qu'il établissait une équivalence entre une masse et une énergie. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire varier la masse d'un système matériel, vous avez de l'énergie. Et si vous avez de l'énergie,
vous pouvez tout faire péter, à condition qu'elle soit suffisante. Et quand on fait les calculs, parce que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, ça se mesure en kilos, là vous avez quoi de faire péter une ville entière, avec une toute petite variation de masse. Et là vous avez des individus qui sont inévitables en science, c'est les militaires. Ah bon? On peut vraiment faire ça? Ouais, alors on y va, on le fait, et puis bon, ça a donné la bombe atomique. Ça c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est pour ça, c'est ce qui gouverne, disons, l'infiniment grand, l'univers. C'est que cette énergie, ça a été la grande découverte de la fin du 19e siècle, c'est que cette énergie, lorsqu'on va, qu'est-ce qu'elle devient à l'échelle microscopique, c'est-à-dire lorsqu'on va tout petit dans la matière. Et bien là, on va trouver une autre constante, qui est la constante de Planck, qui a été découverte dans les années 1900. Elle a été découverte pour expliquer comment un atome émet de la lumière. C'est une valeur. Là aussi, c'est universel, c'est valable partout. Et ce qui est intéressant, c'est que cette constante, si vous la multipliez par une fréquence, vous avez une énergie. Ah, fréquence, vibration, son, musique. Vous voyez, là, on a un point de départ pour raccrocher une notion musicale, fréquence, à quelque chose qui est physique, qui est l'énergie. Et puis après, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Si j'ai de l'énergie à gauche, si j'ai de l'énergie à droite, qu'est-ce qui se passe si c'est la même énergie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si j'écris que l'énergie de la masse coïncide avec l'énergie de la fréquence? Ça, c'est une constante. Ça, c'est une constante. Ça veut dire quoi? Que la masse est une fréquence. C'est la physique quantique, tout vibre. La matière n'existe pas. Ce que vous croyez être une masse, c'est quelque chose qui vibre à très haute fréquence. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que là, si vous avez une masse, vous pouvez calculer une fréquence. Et maintenant, j'en viens à mon diapason. Si on veut faire un diapason non pas industriel, si on veut faire un diapason physique, quelque chose qui va résonner en nous, en fonction de ce qu'on est. On voit bien que quand je monte sur une balance, je mesure une masse. Donc la masse est quelque chose qui nous concerne. Et on va chercher la substance. Dans notre corps, il y a beaucoup de substances chimiques, mais il y en a une qui est majoritaire. Alors, en fait, il y en a trois. Il y en a une qui est tout le temps là. C'est l'eau. 97% de votre corps fait de molécules d'eau. C'est-à-dire que si vous comptez, vous voyez une molécule, vous comptez jusqu'à 100, il faudra attendre le chiffre 97 pour trouver quelque chose qui n'est pas de l'eau, qui est autre chose que la molécule d'eau. Ça, c'est pour ça que quand vous voyez Jean de temps en temps s'agiter autour des plantes, c'est pas anodin ce qu'il fait. Il est en train d'amener le carburant de la vie pour les êtres vivants. Une plante, si vous ne l'arrosez pas, elle ne chante pas. Donc, l'eau. Ensuite, le deuxième composant, c'est du sel. Chlorure de sodium. Avec des petites variations, potassium, bon, on ne va pas entrer dans les détails. Là, on est à peu près à 2% pour les femmes, 1,5% pour les hommes. Et puis le dernier truc, c'est pas des protéines, c'est pas de l'ADN, c'est du gras. Du gras. Voilà. Vous êtes de la mayonnaise. Un mélange d'eau, d'huile et du sel. Si vous faites la mayonnaise, c'est ça. Hein. Sauf dans la mayonnaise, vous mettez du jaune d'œuf pour stabiliser. Là, ce qui va stabiliser, c'est pas le jaune d'œuf, c'est l'information que l'eau va accaparer. Et donc vous êtes une mayonnaise. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant, je peux fixer une masse. Ah oui, mais si je fixe une masse, je fixe une fréquence. Ben, j'ai mon diapason. Donc, là, je m'adresse à ceux qui veulent utiliser la musique des plantes, non pas à des visées musicales, mais thérapeutiques. Ça marche. Moi, avant-hier, j'étais devant... Je ne sais plus où elle est. Il y avait une fougère, là. Et puis elle m'a soigné. Ben oui, ça, j'en parlerai demain, quand on fera les protéodies.
qu'on peut se soigner avec des plantes, pas en les mangeant, en les écoutant, grâce à des appareils qui permettent de capter. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on prend l'eau comme diapason? Donc l'eau, c'est facile, ça a une formule H2O. Après, il y a des isotopes, oxygène 16, oxygène 17, oxygène 18. Il y a de l'hydrogène, il y a du deutérium. Ce qui fait que, au lieu d'avoir 18 grammes, un chiffre rond, on a 18, des décimales. Et c'est pour ça que, sur mon diapason, je vais récupérer des décimales, parce que je suis parti d'un chiffre qui est à 5 décimales, en fait, qui est ce qu'on appelle la masse molaire de l'eau, qui est bien connue. Vous avez la masse molaire de l'eau, vous connaissez la constance de Planck, la vitesse de la lumière, vous en divisez une fréquence. Vous avez juste un petit souci, c'est cette fréquence, elle est de l'ordre de 10 puissance 24 Hz. Ça va être dur à entendre. Mais ce qu'on sait de l'oreille et des lois de la musique, c'est que quand je pars d'un Do et que je mets une octave, la sensation que génère la note est conservée. C'est-à-dire que l'octave n'est que la reproduction de la même information à un niveau supérieur, ou inférieur si on descend. Donc l'idée, c'est de transposer par octave cette fréquence de 10 puissance 24 Hz jusqu'à arriver à un chiffre qui est proche de la norme industrielle. Donc vous divisez par 2, puis par 2, puis par 2. Alors il faut le faire 83 fois. Peu importe, à un moment donné, vous tombez sur ce chiffre. 429,62, c'est-à-dire que quand vous accordez vos instruments en 429,6, parce qu'on va tomber le 2, si vous avez déjà le 6, c'est pas mal. On laisse tomber le 2, donc 429,6, vous savez que vous avez choisi un diapason très particulier qui est l'eau, qui vous constitue. Donc, qu'on soit bien d'accord, je ne veux pas dire que le 440 est inutile. Le 440 a son utilité, si on veut faire, par exemple, des cuivres, on aime bien monter le diapason pour que ça résonne mieux. Mais si vous avez la possibilité d'accorder votre instrument, accordez-le à 429,6, parce que, au moins, vous savez sur quoi vous travaillez. Vous travaillez sur votre eau corporelle. Et savoir sur quoi on travaille, c'est la première étape dans la connaissance. Sur quoi je travaille. Moi, quand je mets 429,6, je sais que je travaille sur mon eau. Peu importe comment. Je sais que c'est ça, ma référence, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et après, bon, ça a un avantage 429,6, c'est que c'est pas loin de 440. C'est-à-dire qu'à l'oreille, ceux qui ont une très mauvaise culture musicale, ils ne verront même pas la différence. Et puis, pour les puristes qui, eux, aiment bien le 432, c'est pas loin non plus de 432. Et donc, ceux-là, ils y verront encore moins la différence entre 432 et 429,6. Voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant que j'ai mon diapason, je peux convertir une note en une fréquence, en Hertz. Et cette conversion va me permettre de générer les notes que je veux. Ça, c'était la première partie. Libérer la musique, c'est libérer le diapason. Que chacun travaille avec le diapason dont il a envie de travailler et qu'on ne vienne pas embêter avec des normes industrielles. Alors, est-ce que ça a des conséquences? Ça, on ne le sait pas encore. Parce que cette idée, elle a germé il y a à peu près 2 ans. C'est Renault qui est là, qui est allé en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, ils ont dit, mais vous êtes fous en Europe. Il n'y a qu'une seule fréquence de diapason, c'est 432. Et Renault a demandé pourquoi. Et voilà. Et alors il a demandé, on lui a dit je sais pas, puis il a fait le tour du monde. Je sais pas. Jusqu'à ce qu'il atterrisse chez moi. On lui a dit oui, il y a un givré là-bas qui doit pouvoir répondre à ta question. Et je lui ai dit oui, 432, effectivement, c'est proche de la fréquence de l'eau. Parce qu'ici, j'ai pris des constantes avec plein de chiffres significatifs. Si je prends des chiffres arrondis, je tombe sur 432. Tout dépend du niveau de précision qu'on se donne dans les constantes. On peut avoir le droit de prendre des constantes un peu floues, d'autant plus que la physique quantique est là pour nous dire que tout est flou dans la nature. Donc mettons du flou, et si vous floutez cette valeur, c'est 432 l'eau. Et donc ça tombe très bien. Pour ceux qui aiment le 432, ils savent aussi sur quoi ils travaillent.
Par contre, pour ceux qui font du 440, ben, ils travaillent pour les fabricants d'instruments de musique. C'est bon de le savoir. Il n'y a pas de souci, mais savoir qui est derrière la chose. Voilà, donc ça nous règle un petit le gros problème de départ. Parce que vous voyez que si j'ai pas de diapason, j'ai pas de note. Si j'ai pas de note, j'ai pas de gamme. Si j'ai pas de gamme, j'ai pas d'intervalle. Et si j'ai pas d'échelle. Donc, il faut commencer par le début, régler l'histoire du diapason. Maintenant, comment on va faire pour le reste? On va définir des notes, mais ça ne nous dit pas le nombre de degrés que je dois prendre pour découper mon cercle, mon échelle. Donc ça, c'est une histoire un petit peu plus compliquée. Je vais essayer de vous la raconter. Alors tout d'abord, il va nous falloir... Ça, c'est pas moi. Là, je suis fainéant. J'avais déjà fait l'année dernière un truc, donc je recycle. C'est savoir convertir les fréquences en quelque chose qui est commode. Pourquoi? Parce que 429.6, ou si je vous dis 533,2, 538,9, vous ne savez pas de quelle note il s'agit. Donc on a besoin d'un outil pour, connaissant la fréquence du diapason qui est 429.6, comment par rapport à ce diapason je me situe pour trouver ma note. Alors en général, moi je vais placer le diapason à Do. Pourquoi? Parce que c'est la première chose qu'on fait quand on apprend la musique. Première chose, on part de Do, et puis on monte les notes. Alors sur un piano c'est facile parce que c'est tout placé, donc on sait où il faut. On n'a pas le choix, après on peut faire la gamme chromatique, hein, bien sûr. Mais il suffit d'alterner les blanches, les noirs, comme le dit le piano. Alors ici, je suis désolé, il va falloir que vous fassiez un petit peu de travail. C'est pas un travail qui est énorme. Mais par contre, on veut trouver des degrés sur une échelle qui sont compatibles avec tous les intervalles qu'on va avoir sur cette échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux trouver un découpage optimal. Optimal, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moyen de découper ce cercle de manière optimale en n parties, égales, inégales, peu importe. Si oui, eh bien ce moyen optimal va me fixer une valeur de n et après je pourrai avoir mes fréquences et mes notes. Alors, moi ce que j'utilise pour identifier les intervalles, c'est les sets. C'est-à-dire que si j'ai une fréquence de diapason F2, et si j'ai une fréquence de note F1, je fais le rapport, je prends le logarithme binaire en base 2, et je multiplie par 1200, et j'obtiens un chiffre qui est compris entre 0 et 1200. Alors après c'est facile, parce que ça c'est la tonique, ça c'est la mineure seconde, ça c'est la seconde majeure ou le ton, ça c'est la tierce mineure, ça c'est la tierce majeure, ça c'est la quarte parfaite, ça c'est le triton, ça c'est la quinte parfaite, ça c'est la mineure sixième, ça c'est la majeure sixième, ça c'est la mineure septième, ça c'est la majeure septième, et là j'ai l'octave. Voilà. Donc une fois que j'ai un chiffre qui est compris entre 0 et 1200, qu'est-ce que je fais? Je consulte cette table, et je sais soit la note, soit l'intervalle que j'ai considéré. Par rapport évidemment à un diapason. Alors vous voyez aussi l'intérêt de ça, c'est que comme on fait un rapport de fréquence, le diapason disparaît. C'est-à-dire qu'il n'est plus là dans ce genre de conversion. Par contre, il est toujours là physiologiquement, sur le ressenti que vous allez avoir. Mais sur la façon dont vous appelez les notes, le diapason, il disparaît. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Alors, un petit mot sur le logarithme en base 2. C'est pas celui qu'on a l'habitude d'utiliser. Sur les calculettes, ils vous mettent le logarithme népérien. En base E qui est de 718 et des broutilles. Alors, si vous avez que le logarithme népérien, c'est pas grave, parce que vous faites toujours F1 sur F2, mais vous multipliez par 1731. Au lieu de 1200, c'est tout simplement
1200 divisé par le logarithme népérien de 2. Alors, ça veut dire que quand vous travaillez, vous devez avoir avec vous une petite calculette qui coûte 3 fois rien, pour pouvoir faire ces conversions, savoir sur quoi vous travaillez, de quoi vous parlez quand vous générez des fréquences. Alors, je vais vous montrer un truc tout bête. On fait un rapport de fréquence. Tout à l'heure, je vous ai dit... fréquence égale masse, avec des constantes. C'est-à-dire que si je fais un rapport de fréquence, c'est un rapport de masse. Les constantes se simplifient. Et donc, qu'est-ce qui se passe si moi, Marc, je rencontre une jolie demoiselle, au lieu de lui dire tu pèses combien, c'est impoli. Vous essayez de connaître son poids. Vous divisez votre poids par son poids, enfin vous prenez toujours le poids le plus supérieur au numérateur, vous divisez par le poids inférieur, vous allez obtenir un rapport de fréquence. Vous multipliez par le logarithme binaire de ce rapport pour trouver des sens. Et une fois que vous avez ça, vous verrez que très souvent les gens sont en quarte ou en quinte quand ils s'attirent. Et même pour les vieux couples, ils peuvent démarrer dans des rapports qui ne sont pas des quintes et ils tendent vers la fin de leur vie sur des rapports de quinte. Ça marche aussi avec les arbres. Parce qu'il y a une loi en physique qui nous dit, je vais poser ma calculette, que si vous avez une longueur d'onde et que vous multipliez par une fréquence, la longueur d'onde s'exprime en mètres, la fréquence en hertz, ou en seconde moins 1, qu'est-ce que c'est? Vous obtenez une vitesse. Autrement dit, si vous mesurez une longueur dans la nature, et si vous utilisez une vitesse, vous pouvez trouver une fréquence. Et après, vous pouvez faire le petit jeu, savoir si vous êtes en quarte, en quinte. Vous voyez, tout devient musical. Et moi, je me suis amusé à prendre, on va dans les forêts, on mesure la distance entre les arbres, parce que ne croyez pas que les arbres poussent au hasard. Hein. On mesure la distance entre les arbres, on obtient des distances, on va dire, c'est une oscillation d'une vibration vitale. Après la vitesse, je vais prendre la vitesse du son dans l'air, puisque c'est connu, et puis là où il est dans l'air. Connaissant la vitesse du son dans l'air, la distance entre les arbres, j'ai la fréquence. Et après, je fais des rapports de fréquence, je convertis ça en intervalles musicaux. Et devinez, c'est harmonique, évidemment. C'est-à-dire que les arbres se placent en quinte, en quarte, en tierce. Et c'est un petit peu l'idée que je voudrais vous défendre, c'est que si la physique quantique nous dit que tout est vibration, jouons le jeu. Il n'y a que chaque fois que vous rencontrez quelque chose dans la nature, il y a forcément des rapports harmoniques. Et je peux vous dire que ça transforme la vie. Parce que finalement, maintenant, l'horrible Covid, c'est quoi? C'est une fréquence comme une autre. Donc on doit pouvoir soigner ça avec des fréquences. Ça a même été proposé au gouvernement français et les experts ont dit non, ça ne peut pas marcher. Bon, peu importe, au moins on sait que ça peut marcher. Voilà, donc ça c'est très important de pouvoir convertir une fréquence. Moi j'utilise toujours dans la vie de tous les jours. Hop, j'essaye de voir si j'ai des rapports de quinte, de quinte, de triton, enfin bref. Alors, une fois qu'on a les intervalles, il faut faire aussi un peu de notre être matériel, c'est de l'eau. Mais je ne vous ai pas tout dit. Cette eau, vous pouvez l'informer. Ça s'appelle la mémoire de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut écrire sur l'eau comme sur un disque dur. Et à ce moment-là, vous allez avoir de l'information. Et cette information, elle va s'adresser bien sûr à votre être corporel,
C'est ça qui va faire si vous êtes malade ou pas, mais va aussi s'intéresser à votre psyché, à votre psychisme. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est que des informations qui se télescopent. Donc là, travailler en information, vous travaillez aussi en mode musical. Et c'est là où je vais vous donner quelques clés de décodage. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un professeur de chant qui pratiquait ce qu'on appelait la psychophonie. Et elle m'a appris des trucs sur les intervalles que je vais vous donner, parce que je trouve ça assez pertinent. Par exemple, vous prenez le rapport de Kent. Pourquoi le rapport de Kent? Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui nous a expliqué que c'est le passe-partout de la musique, la Kent. Qu'est-ce que vous mettriez derrière la Kent? Non pas comme un intervalle, non pas comme une fréquence, mais quelque chose qui est en relation avec un sentiment ou quelque chose qui est immatériel. Vous avez une idée? Si vous ne savez pas, si on en croit ce que nous a dit Marc, que la Kent c'est le début de tout, vous prenez la théorie, là, vous avez fait un peu de physique, qu'est-ce qu'il y a eu? L'univers, au début, il était noir. Et qu'est-ce qui est apparu tout d'un coup? Ça s'appelait le Big Bang. De là, lumière. Et si Marc a raison, si la Kent est le départ de tout, la Kent doit correspondre à la lumière. La Kent est lumineuse. Elle éclaire. Et on le sait très bien, qu'est-ce qui éclaire? Le soleil éclaire. Et on avait un roi qui s'appelait le roi Soleil. Et si vous voulez parler de ce roi en chantant, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà le roi. C'est une Kent. Parce que le roi est lumineux. Chaque fois que vous utilisez la Kent, vous mettez de la lumière dans votre vie. Et Louis XIV, ça fait 5. Oui. 4 et 5. Non, mais après, on peut broder. Hein. Bah, non, Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors voilà. Vous savez maintenant que la Kent, c'est en fait le départ de tout, c'est de la lumière, donc vous éclairez, là où il y avait de l'obscurité. Et c'est pour ça que quand Eric a été au piano, on lui a expliqué la Kent, et pouf, la lumière est venue, et le deuxième jeu était joli, alors que le premier, il était approximatif. Voilà. On passe à la carte. Vous renversez la Kent. Donc vous passez à la carte. Là, on peut vous aider avec un morceau qui démarre en carte. Allons, enfants de la patrie. C'est une carte au départ. Allons. Et quand vous dites allons, c'est je veux. La volonté. Chaque fois que vous voulez exprimer un sentiment de volonté, vous utilisez une carte. Ce n'est pas une Kent. Avec la Kent, vous éclairez. Avec la carte, vous dites je veux. Alors tout ça c'est important parce qu'après quand vous écouterez une plante et qu'elle va vous faire des quintes et des cartes, là elle vous dira ah, là j'éclaire, là je veux, là j'éclaire, là je veux. C'est une autre façon que vous aurez de décoder ce que la plante vous dit. Alors après on peut continuer, par exemple le triton. Diabolus in musica. Triton. Est-ce que on le connaît bien celui-là, le triton? Urgence. Urgence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous restez là où vous êtes, ça va mal se passer. Et vous connaissez très bien le triton. Pimpon, pimpon, pimpon. C'est soit la police, soit l'ambulance. C'est un triton. Et quand vous entendez ce son, vous voyez toutes les voitures qui s'écartent, et vous avez des poussées d'adrénaline. Donc qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rester là où je suis. Bah oui, parce qu'il y a une ambulance qui doit passer. Donc le triton, c'est l'intervalle qu'on utilise quand on veut donner de la tension et obliger les gens à bouger.
Si vous ne mettez pas le triton, ils vont se dire, ouais, voilà, quinte, ça me va. Mais si vous mettez le triton, là, ils savent qu'il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester. Bon, on ne va pas toutes les passer, hein, mais par exemple, la tierce majeure, vous mettriez quoi comme sentiment? On a vu la lumière, on a vu la volonté, l'urgence. Dans la vie, on est heureux. La joie, vous faites la joie, c'est une tierce majeure. Et la joie, on peut l'avoir pour un être aimé. Et si vous dites « je t'aime », la tierce devient mineure. Voilà, on peut faire de la musique comme ça. Bon, la seconde majeure, c'est simple, c'est juste vous poser une question. Ah bon? De quoi? Ah! Quand vous posez une question, vous utilisez toujours un terme, un ton majeur, et vous pouvez aussi le faire montant, en descendant, c'est non. Ah non. Vous descendez, c'est négatif, vous montez, c'est positif, ou vous questionnez. Alors, il y a un intervalle qui est assez amusant, c'est la majeure septième. Ça, c'est l'intervalle des gamins. Parce qu'un adulte ne s'exprimera jamais comme ça. Alors qu'un gamin, un enfant, ou mieux, un adolescent, lui, il utilise la majeure septième. C'est super! C'est un intervalle assez dur. C'est super! Ah, t'as vu? On est sur des majeures septièmes. Voilà, ça s'appelle la psychophonie, si ça vous intéresse, il y a des cours. Alors on travaille comme ça les expressions, et puis après, ça permet justement, quand on a un morceau de musique d'un compositeur, de voir derrière la musique. Est-ce qu'il était joyeux? Est-ce qu'il était amoureux? On peut décoder ça, grâce aux intervalles qu'il a utilisés. Et évidemment, si on peut faire ça avec des musiciens, on peut faire ça avec des plantes. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Voilà, donc ça, c'est réglé. Un petit mot sur les découpages. Alors oui, j'ai fait exprès de ne pas avoir d'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est une question de cohérence. Je suis en train de vous expliquer que le son est plus important que tout. Et en particulier, que la vue. Donc qu'est-ce qui se passe si je vous mets un diaporama avec un PowerPoint? Bien sûr, vous allez écouter ce que je dis, mais vous allez être focalisé par ce qui est dessus. Donc je préfère ne pas le mettre, et ça me pose un problème, c'est que d'abord, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, et puis ensuite, comme je suis un peu vieux maintenant, je suis obligé de mettre des lunettes pour lire ce dont je dois parler. Alors, ça c'est bon. Ah oui, j'en suis là. On va parler de quelque chose qui est un petit peu problématique et qu'il faut régler maintenant. C'est l'aspect matière, l'aspect non matière. Par exemple, quand je parle de la quinte, 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord, pour ça qu'on dit que c'est une quinte. C'est un drôle de son. Mais bon. Quinte. J'ai compté jusqu'à 5 sur mes doigts. Donc, c'est un quinte matière. Or, je vous ai expliqué que la matière n'existe pas. Physique quantique. Ce qui existe, c'est la vibration. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous prenez une corde et que vous la pincez à 1/5? Et là, c'est intéressant, parce que vous pincez à 1/5 quelque chose de matière, mais si vous le faites vibrer, vous allez obtenir un son, et comme vous avez la corde non pincée, vous donne la fondamentale, et une fois que vous pincez, vous avez l'intervalle. Que donne le chiffre 5 matière quand je regarde en vibration? Ça donne la tierce.
Vous m'entendrez tout à l'heure. Et si je veux avoir la quinte, il faut que je pince à 1/3. Et après, si vous n'êtes pas au courant de ça, vous allez associer le chiffre 5, pour que vous la sachiez que c'est de la matière ou de la vibration. Si c'est de la matière, effectivement, vous pourrez utiliser le chiffre 5. Par exemple, vous pouvez vous raccrocher au nombre d'or, qui est l'expression du chiffre 5. Mais si vous êtes en vibration, c'est plus le chiffre 5, c'est le chiffre 3, qui lui est le chiffre de la Trinité, c'est-à-dire de la divinité. C'est pas du tout la même chose. Donc la quinte, de façon immatérielle, se réfère à la divinité. Et à ce moment-là, on n'a plus de rapport avec le nombre d'or, c'est la sixte qui est en rapport, ou la tierce qui est en rapport avec le nombre d'or. Voilà, je vous dis, faites attention à ça, parce que les gens ont toujours tendance à dire, bah oui, il y a de la matière, et la physique quantique nous apprend qu'il n'y en a pas, qu'il vaudrait mieux parler en vibration. Voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant, on va regarder ce qui se passe pour le découpage. Alors, le découpage. Là, je vais le grossir. Mais après, ça va se clarifier. C'est la partie la plus technique. Mais c'est comme quand on fait sa première expérience sexuelle. Une fois qu'on l'a fait, c'est bon. Alors, on va chercher un nombre x. X, vous savez que c'est, en mathématiques, l'inconnu. On va chercher un nombre x qui est tel que, si je prends un nombre entier que je vais appeler Q2, et que je le divise par le logarithme de 2. Alors pourquoi 2 ? Parce que 2 est ce qu'on appelle un chiffre premier. C'est-à-dire il n'est divisible que par lui-même. Donc si vous voulez, dans les chiffres, 2 c'est un atome. Ça s'appelle l'atome des chiffres, c'est-à-dire que si vous avez 2, vous pouvez comme ça faire. Mais on va faire mieux. Parce que si on passe en musique, qu'est-ce qu'on associe au chiffre 2 en musique ? L'octave. Donc, on va chercher à raisonner en octave. Mais on veut faire mieux que ça. On veut avoir aussi des quintes. Et comme je suis en vibration, vous voyez pourquoi je vous ai expliqué la différence, je ne vais pas prendre le chiffre 5, je vais prendre le chiffre 3, je baisse ma corde à 1/3 pour générer une quinte. Et donc je vais chercher un autre entier que j'appelle Q3, qui est divisé par l'ordre de 3, puisque je pince à 1/3. Et puis je ne vais pas m'arrêter là. Je vais chercher un entier que je vais appeler Q5, et là, qu'est-ce qui se passe quand je pèse au 5e ? Je génère des tierces ou des sixtes. Et à ce moment-là, je cherche en fait, est-ce qu'il n'existe pas un nombre universel qui combine les octaves, les tierces et les quintes, de façon la plus harmonieuse possible. Et vous retrouvez le problème central de la musique. Comment marier des tierces et des quintes. Et vous savez qu'il y a eu des écoles, Pythagore qui a dit « Ah ben il faut faire le cycle des quintes ». Oui, mais alors les tierces sont fausses. Et pas qu'un petit peu. Elles sont horribles. Et il y a Zarlino qui a dit « Non, on va faire des cycles de tierces ». Mais à ce moment-là, c'est les quintes qui sont fausses. Nous, ce qu'on va faire, c'est trouver le meilleur compromis naturel entre les tierces, les quintes, les octaves, et puis pourquoi pas les septièmes. Ben oui, le jazz, ça existe. On doit pouvoir faire des accords de septième. Et puis, si on veut vraiment se faire plaisir, on va chercher les onzièmes. Alors évidemment, je ne veux prendre que les nombres premiers. Pourquoi ? Parce que les autres nombres, c'est des combinaisons de ces nombres de base. Donc je n'ai pas besoin de les utiliser. Et puis après, c'est quoi après 11 ? C'est les 13e. Et puis les 17e. En fait, ça ne s'arrête pas. Et quand vous posez le problème comme ça devient lumineux. Pas pour vous, pas pour moi, pour des gens très bizarres qu'on appelle les mathématiciens. Ah, vous cherchez ça. Et voilà ce qu'ils nous disent.
vous allez prendre cette fonction. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la lettre zeta. Vous allez dire que c'est 1. 1, c'est l'unisson. Bon, ok. Puis, vous allez rajouter vos octaves. Mais, vous allez les élever à une puissance qu'on appelle S. Pour ça, la fonction va dépendre d'un paramètre qui est la valeur de S que je fais. Puis après, je pince ma corde au tiers, puis au quart, puis au cinquième, et ainsi de suite. Je vais jusqu'où je veux. Alors ça, c'est un objet mathématique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui existe indépendamment de vous. Ça existe indépendamment de la nature. Et cet objet mathématique, il a un nom, il s'appelle la fonction de Riemann. Riemann, qui était un mathématicien. Et cette fonction, elle a quelque chose de très intéressant, c'est que si vous faites S égale 1, qu'est-ce que vous tombez? Vous tombez sur ce qu'on appelle la série harmonique, qui est justement la façon dont on a découvert la musique en pinçant des cornes. Et donc, là, on généralise le problème en prenant un paramètre S. Alors, en plus, on va complexifier le problème, parce que S n'est pas un nombre réel, mais un nombre complexe. C'est important. Pourquoi? Ben là, je vais faire une petite digression qui est fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre réel? C'est un nombre que vous pouvez indexer sur une droite. Prenez une origine, et puis vous dites, soit je suis à gauche, c'est positif, non. À droite, c'est le nombre est positif, à gauche, c'est négatif, et puis c'est un nombre qui peut avoir tout le nombre de virgules que vous voulez, ce qu'on appelle un nombre réel. Mais si vous donnez ce nombre, vous savez où vous êtes sur la droite. Et c'est là où je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la droite est quelque chose qui est naturel? Alors là, vous avez la réponse. Allez dans la nature et cherchez des lignes droites. Eh bien, Tintin. Hein. Celui qui arrive à trouver une ligne droite dans la nature, la seule chose qu'il arrivera à démontrer, c'est qu'un mec est passé par là pour la faire. Parce que la ligne droite, c'est le signe de la technique de l'homme. On raisonne en linéaire. Je vous ai montré tout à l'heure comment représenter l'échelle. On la représente en cercle. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la nature? Des cercles. Donc, on ne va pas utiliser des nombres réels, mais des nombres complexes. Pourquoi? C'est quoi un nombre complexe? C'est un nombre qui se représente avec une partie réelle, qu'on appelle la partie imaginaire. Et vous voyez ce que c'est en fait? Si je me déplace, quand je me déplace avec un nombre réel, je fais une opération de mouvement qui s'appelle une translation. Là, maintenant, avec un nombre complet, je m'autorise à tourner. C'est pour ça qu'on va combiner les deux. Qu'est-ce qui se passe quand je combine une translation et une rotation? J'ai l'expression naturelle du mouvement. Et ça doit correspondre à la musique, ça. C'est pour ça qu'il faut prendre un nombre complet où il y a les translations et les rotations. Et après, c'est le job des matheux. C'est plus votre job, ni le mien. C'est les matheux. On va chercher ce qu'on appelle évidemment. Il y a des solutions où la partie imaginaire s'annule. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on va réunir sur des trucs réels. Donc on va annuler la partie imaginaire et on va chercher combien il y a ce qu'on appelle de pôles sur la partie réelle, combien j'ai de pôles, c'est-à-dire combien de fois la fonction passe par un maximum. Alors quand on regarde la représentation de Riemann, ça fait ça, ça monte, ça passe par un maximum, on a ce qu'on appelle le premier pôle. Puis ça descend, ça aussi, là. Puis ça remonte, on a le deuxième pôle. Ça descend, ça remonte, on a le troisième pôle, quatrième pôle. Ça ne s'arrête jamais. Il y a une infinité de pôles. Voilà, ben ça c'est terminé. C'est la partie technique. Parce que maintenant je vais vous donner les solutions. Parce qu'elles ont été calculées. C'est mathématique, donc vous les prenez comme elles sont. On va prendre la première solution, le premier pôle, c'est x
Le nombre que je cherche n'est plus une inconnue. Pour le premier pôle, c'est 1,54. Alors, j'insiste bien, ce chiffre est le résultat d'un calcul mathématique rigoureux. On a résolu l'équation mathématique de l'équation de Riemann, chercher son premier pôle, il se place à 1,54 sur un axe réel qui va de 0 à l'infini. C'est le premier pôle, il est là. Et vous avez vu la règle, c'est que x, c'est qn sur log de n. C'est-à-dire qu'une fois que je connais x, si je connais les fameux entiers qn, je peux trouver, faire de la musique avec des octaves, des tierces, des quintes, et ainsi de suite. Alors, on y va. Je vais vous donner donc la première solution. Et pour le moment, on va regarder que la valeur de Q2. Pour 1,54, la solution mathématique, c'est 1,07. Alors évidemment, c'est des nombres fractionnaires. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va introduire la notion de ce qu'on appelle de pseudo-entier. C'est quoi un pseudo-entier? C'est quelque chose qui n'est pas entier, mais qui est pas loin de nombre entier. Effectivement, 1,07, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que vous tracez un cercle, et vous dites, ce cercle, c'est mon degré. Vous avez une échelle à 1 barreau, 1 degré, un seul, le cercle. Alors évidemment, avec ça, on peut faire grand-chose, quoique. Vous pouvez faire, par exemple, ça. Moi, j'ai connu les gens. Renaud en est témoin, en Suisse. Il y a un gars, on l'a rencontré. On lui mettait une salière, il jouait avec la salière. On lui mettait une casserole, il en faisait un instrument de musique. Il nous a sorti un entonnoir, il en a fait un trombone. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout enlevé, autour de lui, pour pas qu'il puisse avoir un objet. Et qu'est-ce qu'il a fait, cet ahuri? Il a fait de la musique avec son corps, et ça, on ne va plus lui enlever. Donc avec un seul son, bien sûr, c'est pas de la musique au sens où on l'entend, mais ça vous donne déjà le rythme, en fait. C'est la notion de rythme. Donc on voit que c'est tout à fait cohérent, c'est qu'au moins on démarre par la chose fondamentale qu'est le rythme. Il n'y aurait pas de musique sans rythme. Allez, vous êtes prêts pour la deuxième pôle? Le pôle numéro 2. Il est à 2,84. Alors ces chiffres, je vous recommande de les noter, parce qu'ils sont universels. Hein. C'est des chiffres qui sortent d'une fonction mathématique, ils sont pour tout. Et si vous... Ils sont tirés, en fait, du petit livre que j'ai fait, là. Il y a le tableau, il est là, page 46, donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder dans le livre. En plus, vous avez des explications. Alors, Q2, c'est quoi pour 2,84? Le pseudo-entier qui est associé à l'octave, c'est 1,97. Ah, 1,97, c'est presque 2. C'est-à-dire que maintenant, j'obtiens mon cercle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le couper en deux. 2 degrés. Il va y avoir le degré de gauche et le degré de droite. Et la question que je me pose, c'est quel est le découpage optimal? Parce que je peux faire un petit morceau de cercle à gauche, puis tout le reste, ce sera à droite. Je peux faire un découpage égal, ça s'appelle un découpage tempéré, c'est-à-dire je découpe le cercle en deux. Moi, la question que je pose, c'est quel est le découpage optimal? Alors, c'est là où on va introduire la notion de limite. La limite, c'est un chiffre premier, 3, 5, 7, 9, 11, 13, j'ai oublié 2 évidemment. Mais 2, ça nous donne le nombre de degrés. Ce qu'on va faire, c'est utiliser les autres.
On va se passer par exemple en limite 3. C'est quoi en limite 3? Je vous rappelle que x, c'est Qn sur log de n. Donc, si j'ai x égale 2,84, je vais avoir Q3 sur log de 3 égale x, le même. Puisque c'est une solution universelle. Donc, je multiplie x de 84 par le logarithme de 3, j'aurai Q3. Alors, je vous donne la valeur de Q3. Si vous avez une calculette, vous pouvez le vérifier. Q3, c'est 3,12. Et ça, c'est presque 3. Parce qu'on cherche toujours des pseudo-entiers. Quel est l'entier qui est le plus proche du nombre fractionnaire qu'on obtient? Et bien, c'est terminé. Regardez ce qui se passe. Vous faites Q3 moins Q2. Prenez ce chiffre et vous soustrayez. Ça fait 3 moins 2. Ça fait 1. Et c'est quoi 1? C'est le premier degré de ma gamme. 1. Après, je vais retomber sur l'octave, puisque j'ai une gamme qui n'a que 2 degrés. Et regardez la magie. Vous prenez le chiffre qui est là, qui est 1. Vous prenez le chiffre qui est là, qui est 1. Je fais une fois Q3 moins une fois Q2. Et si c'est positif, vous mettez ça au numérateur. Si c'est négatif, vous le mettez au dénominateur. Donc vous faites 3 puissance 1 sur 2 puissance 1. Ceux qui sont musiciens ont déjà compris le truc. C'est que c'est le rapport 3,5. C'est-à-dire que la fonction de Riemann, cette fonction universelle mathématique, qui s'applique quelle que soit la matière, me dit que la première expression qui n'est pas l'octave, c'est la quinte. Ce n'est pas une propriété physiologique, c'est une propriété de la nature. On entend d'ailleurs au piano, on a fait que ça, un vortex vibratoire. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même satisfaisant, puisqu'en prenant le premier pôle, on a le rythme. Sans rythme, pas de musique. Et le deuxième pôle, on a le passe-partout. Et comme vous l'a expliqué Marc, ils sont tous des escrocs, les musiciens, parce qu'ils vous font jouer entre le rythme et le truc. En fait, c'est toujours des histoires de quinte et de tonique. Et c'est ça d'ailleurs ce qu'on appelle en musique tonale la quinte, la cadence parfaite. C'est-à-dire vous allez sur la cinquième et tout le monde attend que vous retombiez sur la tonale. Ouais. Et ça marche toujours, sauf avec les plantes, qui elles ne s'arrêtent jamais. Elles n'ont jamais cette tonale qui revient. C'est pour ça que c'est très fatigant de jouer avec une plante. Voilà, bon, vous voyez, on peut comme ça expliquer pourquoi la quinte est quelque chose d'important. Après, on va regarder le troisième pôle. Le troisième pôle, il est à 4,40. Alors, je vous donne les résultats. Q2, ben, c'est ce chiffre que multiplie le logarithme népérien de 2. Donc, ça nous fait 3,05, qu'on va arrondir à 3. Q3, c'est 4,83, que j'arrondis à 5. On prend toujours l'entier qui est le plus proche du nombre fractionnaire qu'on obtient. Après, je vais me faire ce qu'on appelle une limite 3. Limite 3, c'est-à-dire que je m'arrête à Q3. Je ne veux pas Q5, je ne veux pas Q7, je ne veux pas Q11, je ne veux pas Q3. Qu'est-ce qu'on peut faire en se limitant à ça? Ben, évidemment, vous avez compris que Q2, c'est le nombre de degrés de ma gamme. Donc là, j'ai une gamme à 3 degrés, puisque Q2 égale 3. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir coupé le cercle en deux, je le coupe en 3 parties. OK. Et je vais chercher comment créer mes degrés, sachant que si j'ai un cercle coupé en 3, j'ai la tonique fondamentale, j'aurai le premier degré, le deuxième degré, et le troisième me ramène sur la tonique. Donc en fait, je cherche le premier degré et le deuxième.
puisque le troisième, c'est forcément, je boucle le cercle. Comment je peux faire 1 avec ces valeurs 5 et 3 de Q2 ? Enfin, 3 pour Q2, 5 pour Q3. Donc là, c'est la partie un peu gymnastique intellectuelle. On voit déjà que c'est très facile de faire le degré 2. Pourquoi ? Ben parce que si vous prenez Q3 et que vous soustrayez Q2, 5 moins 3, ça fait 2. Donc j'ai déjà mon deuxième degré. Et là, j'ai mis 1 et 1. Donc si je mets 1 et 1, ça fait 3 puissance 1 sur 2 puissance 1. Ah, oui, on retrouve la quinte, évidemment. Si notre passe-partout, c'est un passe-partout, et on doit le retrouver. Ce sera le deuxième degré de ma gamme. Pour le chiffre 1, il y en a qui ont trouvé. Je regarde, ouais. J'ai trouvé deux solutions. 2Q3 moins 3Q2. C'est-à-dire que Q3 vaut 5. Donc 2 fois 5. Q2 vaut 3. Moins 3 fois 3. 2 fois 5, 10. 3 fois 3, 9. 10 moins 9. C'est bien mon premier degré. Et maintenant je décode. J'ai le chiffre 3 que je vais lui au carré parce que j'ai 2. Et au dénominateur, j'ai le chiffre 2 que j'élève à la puissance 3. Puisque j'ai fait 2Q3 moins 3Q2. Ça fait 9 huitièmes. Non mais, pour ça, il faut le faire. Ça fait 9 huitièmes. Quelqu'un connaît ce rapport, 9 huitièmes ? C'est le ton majeur, pythagoricien. C'est-à-dire que j'ai choisi de prendre le Do, le Ré et le Sol. Et avec ces trois notes, j'ai un découpage optimal. Mais j'ai une autre solution qui est 2Q2 moins Q3. Q2 vaut 3, donc ça fait 2 fois 3, 6, moins Q3 qui vaut 5, ça fait bien 1. J'ai toujours un premier degré. Mais c'est un autre mode. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai 2 au carré, que divise 3 à la puissance 1, puisqu'ici j'ai 2, là j'ai 1. Et ça, c'est 4 tiers. Et 4 tiers, c'est là 4. Autrement dit, je peux aussi prendre la fondamentale, la quarte et la quinte. Et là, vous avez tout compris, parce que la fondamentale, la quarte et la quinte, quand vous rajoutez l'octave, ça s'appelle la musica recta du Moyen-Âge. Que des cartes et des quintes. Vous avez l'échelle de musica recta du Moyen-Âge. Enfin, de l'Antiquité, du chant grégorien et tout. Et ça, pourquoi ? Parce que j'ai pris une limite 3. Qu'est-ce qui se passe si je prends une limite 5 ? Là, je vais arrêter de faire les calculs, parce que je pense que vous avez compris la méthode. Vous avez des entiers, vous faites des différences pour trouver comment ces entiers génèrent le degré que vous cherchez, et ensuite, cette différence vous donne un rapport d'entiers que vous pouvez associé à un accord musical. Donc, je ne vais pas le faire parce que ça serait fastidieux, je vais juste vous donner le résultat. Si je passe en limite 5, c'est-à-dire je garde toujours mon troisième pôle, et que je passe en limite 5, c'est-à-dire que je m'autorise non seulement des quintes, limite 3, mais j'essaye d'avoir des tierces, limite 5. Eh bien, c'est pas surprenant, mais vous voyez les rapports qu'on trouve. On va trouver évidemment le rapport 6 cinquième. Maintenant, on voit apparaître le chiffre 5. 6 cinquième, tous les musiciens connaissent bien ce rapport. C'est... Il est où ? Il est là. Non, je me suis trompé de livre. C'est
pas 6 cinquièmes, c'est 5 quarts. 5 quarts, c'est la tierce majeure. Et vous avez aussi dans cette solution 5 tiers, qui est la sixte mineure. Vous pourrez vérifier, hein, ce sont les rapports des gammes harmoniques, hein, qu'on trouve. Simplement là, on les retrouve de façon purement mathématique. Et qu'est-ce qu'on a en autre, hein, que j'ai encore en stock? J'ai le 8 cinquième. Le 8 cinquième qui est, quand vous faites le rapport des intervalles, c'est le La bémol. Donc, encore. Donc ça, c'était une majeure. Et le 8 cinquième, c'est la mineure. Voilà. Donc vous voyez que là, on trouve maintenant ce qu'on appelait à l'époque la musica ficta. C'est-à-dire que les gens qui en avaient marre du grégorien, des cannes, des quarts, un petit peu de tierce et de sixte, et au lieu que ce soit dans la tête, ça commence à passer dans les jambes. Parce que dès que vous avez des tierces, vous ne pouvez pas vous empêcher de bouger les jambes. Et ça, c'était interdit dans les églises, de les chanter comme ça. On a fait les 3 premiers pôles de la fonction de Riemann. Je ne vais pas vous faire les autres pôles. Mais par contre, je peux vous donner des indications. On va juste regarder Q2. Le 4e pôle, c'est 7,26. Quand multiplié par log de 2, pour avoir les octaves, le nombre de degrés, ça fait 5,03. Ça, c'est 5. C'est-à-dire que vous découpez votre cercle en 5 degrés. Tous les musiciens connaissent ça. C'est ce qu'on appelle les gammes pentatoniques. Elles sont là. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis après, si vous voulez les rapports, ben vous prenez les valeurs de Q3, Q5, Q6, et vous avez forcément les rapports qui correspondent à ces gammes pentatoniques. Donc là, je me suis amusé hier soir, parce que je n'arrivais pas à dormir à cause des douleurs. Et j'ai trouvé quoi? La gamme égyptienne, la gamme pentatonique mineure, l'asiatique diminuée, la gamme Hirajoshi, la pentatonique majeure, le blues et le blues mineur. Dérive du 5e pôle, 4e pôle de la fonction de Riemann. Le 5e pôle de la fonction de Riemann se situe à... Là, j'étais à 7,26, donc le suivant, c'est 10,04. Vous multipliez, toujours pareil, par log de 2 pour avoir le nombre de degrés de votre gamme. Et là, on trouve 6,96, qui est 7. Donc là, c'est la gamme heptatonique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui est donc correspond au 5e pôle de la fonction de Riemann. Après, vous avez x égale 17,34. On multiplie par log de 2 et on va obtenir 12,02. Et là, vous reconnaissez la gamme chromatique de Pythagore, la cycle des quintes. Il est là, c'est le 6e pôle de la fonction de Riemann. 7e pôle, 44. 7e pôle, 27,34. Combien de degrés? 18,95 pour Q2. Ça, c'est 19. C'est-à-dire que vous découpez votre cercle en 19 parties, égales, inégales, peu importe. Vous la connaissez. Christian Huygens a proposé cette gamme. C'était une des façons de découper la gamme au-delà de 12. C'était la gamme de Christian Huygens. Il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle, vers le milieu du XXe siècle. C'est le pôle suivant de la fonction de Riemann. Il est à 44,69.
Et là, on trouve donc 40,99. Non, ça c'est l'autre. 30,98. 31 divisions. Et ça, il y a un musicien qui est très célèbre, qui était fanat de ce découpage, c'était Adrian Fokker. Il a créé un instrument avec 31 découpages pour pouvoir faire de la musique. Vous avez une très belle vidéo sur YouTube qui vous montre. On entend parler Fokker qui explique. Pour... Tu peux marquer son nom? Oui. Ah. Fokker. Après, c'est 59 traits. Ça nous fait un nombre de degrés de 40,99, qui est presque 41. Et ça, c'était monsieur Paul von Jacob, un autre musicien, qui a préconisé de découper en 41 octaves, enfin en 41 degrés. Et puis, ensuite, on a 76,46. Et là, vous allez rigoler, puisque ça donne 53,00. Alors là, c'est quasiment 53. On a deux décimales près, c'est pile un entier. Et vous la connaissez, cette gamme à 53 degrés, où un ton majeur ou 5 commas et un demi-ton 4 commas, c'est la gamme des solfèges. Celle qu'on apprend au conservatoire quand on veut justifier les dièses et les bémols. Et c'est la gamme des solfèges 53 degrés qui était connue d'un philosophe grec qui s'appelait Philolaos de Crotone. Parce que qu'est-ce qu'il avait remarqué, Philolaos de Crotone? Il avait remarqué que quand vous prenez la solution 12, c'est le cycle des quintes pythagoriciens. Pourquoi on s'arrête à 12? Parce qu'à la 12e quinte, on est très proche de la fondamentale. Mais il y a ce fameux comma pythagoricien. Et donc, qu'a fait Philolaos? Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe si je continue? Il a remarqué que s'il allait jusqu'à 53 quintes, il retombait, mais alors là, encore plus près de la note de départ. Et d'où son échelle avait 53 degrés, c'est celle qui est utilisée aujourd'hui en théorie de la musique, s'appelle la gamme des solfèges, parce que sur la gamme des solfèges, les dièses et les bémols ne coïncident pas. Ils sont séparés par un comma. Et puis je m'arrêterai là, je vais aller jusqu'à la solution suivante. Vous allez comprendre pourquoi. La solution suivante, elle est à 103,81. Vous voyez, plus je prends le pôle élevé, plus les chiffres deviennent gros. Et là, Q2 vaut 71,95. Ça, c'est 72. Et là, on a un musicien qui a trouvé cette gamme à 72 degrés était très utile, c'est Joel Steinheimer. C'est la gamme de Joel Steinheimer, qui ne vient pas, non pas de la musique, là, mais de la répartition des masses de particules élémentaires de la physique. Il a remarqué que ça se répartissait sur une gamme à 72 degrés. Alors je vous rappelle quand même que 72 degrés dans un octave, on n'est plus des demi-tons. On est avec des quarts de ton et des huitièmes de ton. C'est-à-dire que dans ces découpages, vous avez toutes les gammes musicales du monde entier. Les gammes indiennes, arabes, hindoues, tout ce que vous voulez, elles sont là. Il suffit simplement, sur les 72 degrés, par exemple en Inde, ils en prennent 22. Ça s'appelle les shrutis. Voilà, et alors pourquoi on s'arrête là? Parce qu'évidemment, ça continue. Riemann, lui, ça génère des pôles. Parce que la prochaine valeur, elle est à 389,55. Autrement dit, quand vous multipliez par log de 2, ça fait 270. Regardez ce qui se passe. 7, 12, 19, 31, 53, 72. On voit bien que ça monte. Mais là, tout d'un coup, il y a un gap énorme. C'est-à-dire que la prochaine gamme optimale est à 270 degrés.
270 degrés sur un octave. Je vous rappelle qu'il y a une grandeur qu'on appelle la DJN, qui est l'intervalle minimal qu'on peut détecter à l'oreille, c'est 4,3 cents. C'est-à-dire qu'au-delà de 4 cents, vous entendez la différence. En dessous de 4 cents, même une oreille très exercée ne peut pas faire la différence parce que l'écart est trop faible. Et là, vous avez des notes qui sont tellement serrées que c'est même plus la peine d'aller jusque-là. Donc vous pouvez vous arrêter à 72. Et après, il y en a d'autres, mais ça n'a aucun intérêt. Alors, si maintenant vous prenez tout ça et que vous regardez, on est parti de quoi? Du premier pôle, où on a le rythme. Où c'est qu'on trouve le rythme en musique? Dans le chamanisme. C'est la base du chamanisme. Un rythme qui va vous faire décoller, état modifié de conscience. On est passé ensuite au deuxième pôle, c'est la quinte. Mais ça, on le sait très bien aussi. Quand les hommes préhistoriques ou dans l'Antiquité voulaient chanter à deux voix, si les voix étaient similaires, ils chantaient en général à l'unisson, ou s'il y avait un homme et une femme, en général, ça pouvait se faire un rapport d'octave. Mais quand c'est entre hommes et entre femmes, il y a des différences vocales. Et très souvent, vous avez un groupe de chanteurs qui est à la tonale. Et devinez à quelle note chante le deuxième groupe de chanteurs. Spontanément, il se met à la quinte. Ça s'appelle le canon. Le canon, avec un groupe de voix qui est à la tonale et le second groupe de voix qui est à la quinte. Après, on est passé sur le découpage en trois, musica recta, musica ficta. On est à l'époque de Pythagore. Puis le découpage en 5, gamme pentatonique, ça c'est toutes les musiques traditionnelles. Le folklore breton, le folklore japonais, chinois. Mais là, on est encore dans les musiques antiques. Et puis après 5, on est passé à 7, ça c'est la fameuse gamme de Zarlino, d'harmonique. Donc là, on est à la Renaissance. Et puis à 12, c'est la gamme chromatique, ça on revient à Pythagore. Et puis 19, c'est Christian Huygens, ça c'est le XVIIIe siècle. 31, c'est Adrian Fokker, c'est 1940. Et puis, quand vous arrivez à 270, ça porte un nom, ça s'appelle la musique microtonale. Parce qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent pas là, ils vont jusqu'à... Et donc vous voyez qu'en suivant les pôles de la fonction de Riemann, qui est une fonction mathématique universelle, vous rencontrez toute l'histoire de la musique. Et en plus, vous avez les règles pour générer tous les rapports d'entiers qui vous plaisent. Vous avez la façon de corriger avec le diapason. Parce qu'une fois que vous avez les intervalles, le diapason vous donnera la note que vous cherchez en fréquence. C'est-à-dire que si vous avez un synthé, vous pourrez programmer votre synthé pour qu'il joue dans ces gammes-là. Voilà, alors, ça, vous le faites pas, ça n'a rien à foutre. Non mais vous pouvez, moi j'ai passé des heures à prendre Q2, Q3, Q5 et à faire des rapports d'entiers. Alors, je peux vous en donner par exemple, j'en ai travaillé un en limite 7. Par exemple, si je prends une pentatonique en limite 7, il y a un rapport qui est à 7/6. C'est là qu'on reconnaît qu'on est en limite 7 parce qu'on a pris le chiffre 7. 7/6, c'est une tierce mineure. Mais ce n'est pas la tierce mineure que vous connaissez. C'est une tierce mineure basée sur le chiffre 7. Elle est à 7/6. Elle est à 267 cents. Je vous rappelle que la tierce tempérée, celle qu'on joue sur le piano, est à 300. Donc vous voyez, c'est une tierce mineure diminuée. Ah ouais, un peu diésé, quoi. Ouais. Mais peu importe, ça va vous donner une couleur à votre musique. Vous jouerez toujours une tierce, bien sûr, mineure, mais ça vous aurez une couleur complètement différente. Et donc, si vous êtes musicien, mais là, vous avez un moyen de vous libérer de cette emprise des gammes, des degrés, des modes. C'est génial. Voilà, donc vous pouvez vraiment travailler et expérimenter. C'est-à-dire, moi j'en sais rien, parce que je vais vous montrer ce petit livre. Vous allez voir qu'il y a du boulot. Que j'ai acheté récemment, vous pouvez l'acheter sur Internet. Ça s'appelle La petite encyclopédie des échelles et des modes. C'est un fou furieux. Pourquoi ? Parce qu'il a pris,
il a recensé toutes les échelles, tous les modes et toutes les gammes qui peuvent exister dans la musique. Et vous voyez, 350 échelles, 2047 modes, 24 306 gammes. Elles sont toutes là. Si vous êtes musicien, vous n'avez même plus à faire les calculs. Moi, je vous donne les calculs pour vous montrer que tout le monde peut le faire. Mais si vous êtes fainéant, si vous préférez savoir tout de suite les solutions, vous les avez là. Et je vous rappelle que 24 306 gammes, je ne suis pas sûr que depuis l'Antiquité, on les ait toutes explorées. Donc, si vous faites de la recherche musicale, vous pouvez trouver des gammes qui sont... Et ce qui m'intéresse, et je conclurai là-dessus, c'est qu'évidemment, ne croyez pas que les plantes, elles vont jouer avec les 3 ou 4 gammes. Là, celle-là, elle peut jouer sur 24 306 gammes. Donc on a intérêt aussi à être à la hauteur de la plante, savoir décoder son message. Parce qu'elle va évidemment, elle va choisir des modes. Et... Donc là, on a quand même un bon outil. Et avec ça, vous pouvez travailler. Si vous êtes, comme moi, un petit peu curieux des choses naturelles, les choses sont naturelles, c'est-à-dire qu'on comprend que dans la nature, tout est harmonie, tout est vibration, et que si vous maîtrisez les intervalles, eh bien vous maîtrisez, vous faites de la physique, de la biologie, et je vous expliquerai la prochaine fois, là, demain, cette gamme à 72 degrés, qui est celle de Joël Sternheimer, eh bien on la retrouve dans les particules élémentaires, dans les protéodies, qui sont d'autres façons d'utiliser la musique des plantes. Voilà donc, n'hésitez pas à potasser ça, vous n'en aurez que du bien, surtout si vous êtes thérapeute. Si vous êtes thérapeute, là, vous allez devoir travailler avec de la matière vivante, et le monsieur X, il n'est pas du tout pareil que monsieur Y. Et donc lui s'exprimera. Il y a un monsieur qui va s'exprimer sur 24 306 gammes, une des 24 306 gammes, et puis l'autre sur un autre. Donc il vaut mieux pouvoir avoir les outils. C'est pas compliqué puisque les mathématiciens nous ont donné les solutions. On les a. J'insiste bien, elles sont universelles. C'est-à-dire qu'elles s'appliquent à tout. Et puis après, regardez ce qui est intéressant, et c'est pour ça que si les chiffres 24 306 vous inquiètent, n'oubliez jamais que ce chiffre dérive de 350. C'est-à-dire que si vous raisonnez en termes d'échelle, et non pas en termes de gamme, vous n'avez que 350 cas de figure. Donc c'est beaucoup plus simple à manier. Vous pouvez commencer par définir une échelle sur 350, et ensuite vous allez rentrer dans le détail. Mais c'est ça l'avantage de bien comprendre ce que c'est qu'une échelle, un mode et une gamme, c'est que vous commencez par le début, l'échelle, au lieu de commencer par la fin, la gamme. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. En fait, ce que tu nous dis, Marc, c'est que... En tout cas, déjà, merci, c'est très très puissant et passionnant. Et bon, j'ai un peu nagé dans la partie, dans les grossièretés, comme tu disais tout à l'heure, mais génial. Mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, avec voilà, peut-être mes mots à moi, c'est qu'en fait, il y a une vraie aseptisation de la musique. Ah oui, tout à fait. On exploite 1% du potentiel qu'on aurait. Effectivement. Alors évidemment, on comprend très bien pourquoi c'est 1%, parce que toute la culture musicale, tu l'as très bien expliqué, après c'est considéré comme des fausses notes. Oui, c'est ça. Voilà, donc comme on dit c'est des fausses notes, on se prive de ce plaisir de jouer faux. Oui, parce que justement, ce que j'avais oublié de dire hier soir, c'est que l'intérêt tout de même de la quinte nous permet d'harmoniser la dissonance, mais d'une part, mais elle nous permet aussi de faire des fausses notes. Ça, c'est juste précieux. Voilà, enfin, merci en tout cas. Tu peux baisser un peu? Donc là, pendant les questions, je vais baisser, puis je vous laisse écouter en guitare flamenco. Spati, c'est ma compagne. Alors je l'ai amenée parce que je connais très bien sa musique, je joue avec elle au clavier.
Et je voulais voir ce que ça allait faire. Baissez un peu. Je voulais voir ce que ça allait faire. Parce que ça fait 3 jours qu'elle est là. Et qu'elle baigne dans une ambiance un peu folle. Parce qu'elle a une fougère, on a fait des concerts là, de Carida, enfin bref. Et là, ce que je constate, c'est que son jeu est complètement différent. Je ne la reconnais plus. Donc il va falloir que je retravaille avec elle pour retrouver une harmonie, parce que là, elle est montée en un cran. Elle est allée, il y a quelque chose qui l'a informé que... Et voilà. Donc je vous laisse ça en arrière-plan. Si vous avez des questions, continuez à les poser. J'ai pas une question, j'ai une observation. Tu partages ta fougère qui change de son depuis qu'elle est ici. Michel Courant de l'Université de Fribourg, que tu as peut-être rencontré, qui est venu ici pour voir un peu nos travaux il y a quelques années. Et donc, elle a un boîtier, elle travaille avec la musique des plantes, et un de ses doctorants souhaitait étudier le langage végétal. C'est comme ça qu'il était venu voir, valider nos travaux, pour savoir si le doctorant pouvait effectivement déposer un dossier pour officiellement étudier le langage végétal. Ce qui a été fait. Et là, il n'est pas arrivé au bout de sa peine pour des raisons financières, économiques, ça c'était autre chose. Toujours est-il qu'elle a l'habitude d'écouter ses plantes chez elle à Fribourg. Et donc, quand elle est repartie d'ici, elle est repartie avec des fougères d'ici, parce qu'elle a vu que ça sonnait bien. Et quand elle a branché ses plantes, après quelques jours de présence des fougères de Gaujac chez elle à Fribourg, eh bien, ces plantes ont complètement changé leur façon d'articuler les sons, si on voit comme ça. Donc les gammes ont complètement changé, sauf un pied de tomate, qui est resté dans son truc d'origine, sans rien bouger du tout. Alors ça, c'est une observation aussi, quand on reçoit des végétaux qui sont pas bavards. Alors ça peut être le cas, par exemple, d'un fuchsia qui avait été introduit en Colombie par un ami botaniste, et qui était venu à une conférence avec son fuchsia qu'il avait introduit d'Amérique du Sud. Et quand on a branché son fuchsia, il n'y avait pas grand-chose en son. Et il me dit, c'est intéressant, parce que ce fuchsia-là vit dans un milieu tellement humide qu'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'humains. Il n'y a que des champignons et il n'y a que des plantes. C'est très, très peu varié. Et donc, alors, on a une méthode quand c'est comme ça pour voir ce qui se passe. Parce que les plantes peuvent changer de mode en fonction des copines qui sont autour. Alors ce fuchsia, je l'ai placé pendant plusieurs mois à côté d'une fougère, la grande fougère que vous avez vue là, qui est celle qui a les woodwardia ou les ptéris, c'est les plantes qui pour nous, on expliquera ça demain aussi, qui ont le plus de capacité sonore parce qu'elles ont plus d'activité électrique. Et donc en plaçant ce fuchsia à côté de cette fougère et en l'écoutant régulièrement tous les 4-5 jours, eh bien, au début, pas beaucoup de son, et puis pas grand-chose, et puis ça a mis 6 mois. Et au bout de 6 mois, le fuchsia, qui aurait dû sonner normalement à peu près dans une gamme comme un géranium ou un bégonia, sonne comme une fougère. Ce qui n'est pas normal dans tous les travaux qu'on a pu établir auparavant. Donc, c'est intéressant ce que tu me dis là, parce que, effectivement, les plantes peuvent s'harmoniser avec l'environnement où elles sont. Moi, je te dis, là, elle a augmenté de tessiture. Elle va beaucoup plus dans les grains. C'est ça, les tessitures peuvent augmenter en fonction des présences de fougères qui en ont déjà beaucoup. Ça, c'est intéressant. Quand on travaille en musique, notamment, on l'a vu avec Anthony. On a branché un géranium qui avait une tessiture de... Voilà. Et puis, après la démonstration d'Anthony, eh bien, on avait gagné en tessiture. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, il y a une autre façon aussi en information. Ça a été fait par Mancuso. Quand on prend, il a fait ça avec une lavande, un romarin, des plantes comme ça très connues, et un romarin au finalis par exemple. Donc il l'a fait en Italie, il avait défini que le romarin avait telle activité électrique, telle gamme de sons. Très bien. Et puis si on prend la même espèce de romarin dans un autre pays, en France, eh bien la base sera différente. Et cette base de son va changer en fonction des pays. Et alors les pays, entre l'Italie et la France, c'est une frontière humaine. Et bien n'empêche que la plante ne va pas chanter de la même manière en Italie qu'en France sur la base qu'elle possède d'activité. Alors c'est intéressant, du coup on a rencontré une personne qui travaille sur les aboiements des chiens.
Et un chien d'une même race aura des aboiements différents en fonction des pays. Intéressant ça aussi. Oui, vas-y Jean-Claude, tu as un micro là. Vas-y. Je peux avoir une réponse qui est liée à Tomatis. C'est en fait l'impédance du lieu qui va changer le son. Oui, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ça veut dire que. Ouais. Et donc, mais là, du coup, ce qui est un petit peu différent, enfin l'impédance du lieu, mais si on prend des pays où il y a des traits qui ont été mis sur la carte dans les années 30 ou 40, et puis des langues se sont un peu différentes de chaque côté, ben, en fait, plantes et animaux vont pas s'exprimer de la même manière, alors que la valeur tellurique du lieu ou l'impédance du lieu est peut-être la même finalement, non? Donc là, il y a quand même autre chose aussi, parce que là, ça correspond vraiment à un trait humain sur une carte. Hein. Des fois, on a des pays et des traits tout droits comme ça qui les séparent. Et si les langues sont différentes de chaque pays, ben, les plantes et les animaux n'ont pas les mêmes aboiements ou tessitures musicales. Ce qui est voilà, une recherche de plus à faire. Mais on va l'étudier ça aussi, on va montrer tout à l'heure ou demain, je sais plus, j'ai pas le programme par cœur parce qu'on l'a modifié tellement de fois, mais on va montrer comment on peut modifier l'activité d'une plante avec un piano, ou comment on peut l'appeler, comment on peut, pour ceux qui veulent faire ce travail-là. C'est assez intéressant et on fera ça un peu plus tard. Je sais pas s'il y a des questions par rapport aux informations de Marc. Ben, on écoute ta plante. Elle m'a fait du Django Reinhardt. Elle m'a fait du Django Reinhardt. J'essaie de l'entraîner.
a changé. Il la reconnaît plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Pour moi, on a vraiment le support de 15, hein, qui est vraiment là, et Ah oui, oui. sur lequel tout s'appuie. C'est comme si c'était une fondation. Tu as parfaitement raison. Puis je te dis, tu as les mathématiques qui te le disent. Oui, je mets ça me touche beaucoup. Parce que moi, c'était totalement intuitif, mais après, avec les voyages, voilà, ça, je l'ai complètement trouvé. Mais là, on entend dans ce que tu as joué, voilà, elle revient quand même régulièrement à la maison. Ouais. Dans sa mélodie, elle revient sur sa tonale dominante. Et ce qui est important, ce qui me touche aussi, c'est qu'elle joue beaucoup avec le silence. Ouais. C'est des phrases courtes, et puis elle s'arrête, comme si elle s'écoutait elle-même. Bon, là, on se connaît bien, donc aussi, elle m'écoute. Mais c'est incroyablement puissant. Voilà, alors, oui, là, nous avons notre ami Etchek, parce que là, bon, quand même, j'utilise un boîtier pour transformer l'activité électrique et la mettre sur le synthé, et notre ami va nous faire le Vitavox, où là, on aura, qui sera un boîtier dédié aux musiciens et aux agriculteurs, et aux thérapeutes. Actuellement, ces boîtiers, c'est pour le fun. On branche et puis comme ça. Mais là, on espère avoir un boîtier qui donnera vraiment la plénitude de ce qu'on peut faire avec une musique de plante. Et l'idée, c'est d'avoir bien sûr la musique de plante, mais ensuite de la décoder. Et c'est là où tout ce que j'ai raconté va rentrer en ligne de compte. Comment décoder une suite de notes, d'intervalles. Voilà. Moi, c'est bon. Ben, voilà. Merci Marc. Donc je vous propose de faire une pause. Et puis en fonction si le repas est prêt, on peut prendre le repas maintenant. S'il n'est pas prêt, on peut faire une intervention sur justement par rapport sur le branchement des plantes et sur le côté botanique un peu des choses. Quand on fait la musique des plantes, on a rencontré des personnes qui étaient très performantes dans tous les domaines, sauf l'arrosage des végétaux. Et donc, évidemment, si la plante ne se porte pas bien, tout ce que l'on dit, tout ce que Marc peut dire appliqué aux plantes ne fonctionne plus. Donc, il y a quand même une base super importante qui est quelle est la base, comment une plante peut vivre ou ne peut pas vivre dans un environnement. Je vous donnerai quelques trucs, si jamais vous devez transporter votre plante à l'autre bout de la France, etc., où la mettre quand on se déplace, la plante. Ah, ça c'est intéressant parce qu'elle sonnera plus ou moins en fonction de comment vous l'aurez transportée. Donc je vous donnerai les clés tout à l'heure.